Jean-Pierre Augustin, vous êtes géographe, professeur émérite à l'université Bordeaux-Montaigne. Votre domaine de recherche, à côté ou dans le prolongement de la géographie urbaine, porte sur l'étude des formes d'action collective autour de la culture, des loisirs et du sport. Alors ça appelle immédiatement quelques questions. D'abord, qu'est-ce que la géographie a à nous apprendre des loisirs en général ? Rappelons que la géographie est la science de l'espace des sociétés et qu'ici même, nous avons reçu naguère Paul Lyonnais qui s'était illustré dans l'esquisse d'une sociologie des loisirs. Oui, alors effectivement, la question peut surprendre quelqu'un qui n'est pas très au courant, mais effectivement, mes travaux ont commencé par la géographie urbaine. Et ce qui m'a surpris, ce que j'ai étudié dans un ouvrage qui s'appelle « Espace social et loisirs organisés des jeunes », c'est les différentes formes de loisirs selon les quartiers, selon les secteurs de la ville. Bon, ce travail date des années 60, les choses ont beaucoup changé, mais si je schématise un tout petit peu, on pourrait dire que d'un côté on avait les terrains de tennis, en grand nombre, dans les quartiers aisés, résidentiels, classe moyenne. D'autre côté, les terrains de boules, de pétanque, dans les quartiers populaires. Bon, vous voyez tout ce qu'on peut dire là-dessus. Donc il y a un rapport entre les groupes sociaux, leur place dans l'espace, et les pratiques sportives. Ça, c'est un thème que j'ai continué à travailler après. Je l'ai élargi au plan national. Par exemple, au niveau des loisirs, je me suis intéressé au mouvement de jeunes. Les mouvements de jeunes de l'entre-deux-guerres. Prenez l'exemple du scoutisme. Pourquoi le scoutisme est plus implanté dans telle région que dans telle autre ? Pourquoi dans telle ville que dans telle autre ? Il y a tout un travail qui est à la fois historique et géographique, qui est tout à fait passionnant, qui permet de comprendre, d'illustrer, de commenter ce que donnent les cartes de représentation de ces loisirs. Alors, on pourrait développer d'autres loisirs, encore bien sûr les loisirs de nature, qui transforment l'espace. Je vous parlerai tout à l'heure de ce qui s'est passé sur la côte médocaine, qui était un espace qui n'était pas un espace de loisirs, qui était un espace vide, vierge, et qui s'est transformé, qui a été construit par des nouvelles pratiques, qui ont été la baignade, puis le surf et les autres dérivés du surf qui existent, mais je pense que nous y reviendrons tout à l'heure. Et comment croisez-vous une histoire des loisirs et une géographie des loisirs ? Alors, les deux sont liés, vous savez, les deux sciences historiques, l'histoire et la géographie, le cousinage parfois difficile est quand même très, très important. Je crois que la géographie a besoin de l'histoire pour expliquer un certain nombre de choses, de même que l'histoire ne peut pas oublier les espaces et les territoires. Donc il y a un lien évident entre les deux. Et d'une certaine manière, moi-même, bon, j'assume, je suis géographe, j'ai été formé en tant que tel et je reste un professeur de géographie. Mais en réalité, je suis nourri de sciences sociales, je suis nourri de concepts historiques, sociologiques, anthropologiques, économiques, même si pour moi, la dimension spatiale, le rapport à l'espace va rester la pointe qui va donner la caractéristique un petit peu à la géographie que je pratique, et notamment la géographie des loisirs. Alors qu'est-ce que la géographie, deuxième temps, resserrons en direction de l'objet, qu'est-ce que la géographie a à nous apprendre du phénomène sportif ou du fait sportif ? D'ailleurs, faut-il parler du phénomène sportif ou du fait sportif ? Oui, c'est un phénomène. Je préfère autant le mot phénomène. Et la géographie, disons que le sport questionne la géographie. On pourrait même inverser, la géographie questionne aussi le sport. Je vais prendre un exemple concret. J'habite donc le sud-ouest, j'habite Bordeaux depuis des décennies, et je me suis posé la question à un moment, mais pourquoi le rugby est aussi important dans cette Aquitaine, dans ce sud-ouest, et pourquoi il est beaucoup moins important, au niveau en tout cas, en Bretagne ou dans le Nord. C'est une question banale. Mais en réalité, en lisant,
on trouve assez peu de réponses construites, de réponses qui sont le résultat d'un travail scientifique qui donne des raisons. Il y a beaucoup de jeux de mots. Michel Serres, que vous avez reçu, lui s'amusait à dire, mais il plaisantait presque, que c'était parce qu'il y avait les liaisons romaines qui s'affrontaient, et donc il y a eu un reste aux liaisons romaines. Je crois que c'est Robert Escarpi qui disait, oui, en fait, si le rugby est arrivé dans le sud-ouest, c'est parce que le ballon n'est pas rond et qu'il a rebondi dans les garrigues et dans les vignes. Vous voyez, on a des jeux de mots comme ça, mais plus sérieusement, on a des interprétations qui méritent attention. Vous regrettez qu'il n'y ait pas une sorte de sous-discipline de la géographie qui serait justement la géographie du sport. Comment analyser cette absence dans les institutions universitaires ou dans les institutions de recherche disons de lieux de recherche et d'études dédiés au sport. Est-ce que cela, à votre avis, est-ce que c'est un déficit dans l'analyse des phénomènes sociaux en général, des sociétés d'une manière générale? Est-ce que c'est révélateur finalement d'un certain nombre de partis pris peut-être idéologiques? Oui, en France, certainement plus que dans les pays anglo-saxons et plus qu'en Grande-Bretagne, le sport n'est pas un sujet sérieux, n'a pas pendant longtemps été un sujet sérieux. C'est un sujet secondaire. Si je prends encore un exemple personnel, lorsque j'ai fait ma thèse, c'est une thèse de géographie urbaine. Si j'avais idée, mais j'ai même pas eu l'idée à l'époque, de proposer un sujet de géographie du sport, je suis certain que mon directeur de thèse m'aurait dit « Écoutez, monsieur Augustin, soyez sérieux, la géographie, c'est quelque chose d'important. On étudie les villes, les pays, les régions, les continents, on étudie le réel. Si vous aimez le sport, allez pratiquer le dimanche, mais une thèse sur le sport était impossible. » Bon, les choses ont beaucoup changé, heureusement. Et donc, je pense que c'est le même problème qu'on a eu pour le tourisme. Le tourisme, 20 ans avant, a été aussi, au départ, très mal vu par les géographes. Pour les mêmes raisons, les jeunes chercheurs qui voulaient travailler sur cette question-là, parce qu'elle était importante, ça prenait une dimension économique, humaine, etc. On leur disait, écoutez, faites du tourisme si vous voulez, mais ce n'est pas un sujet sérieux. La géographie du tourisme s'est imposée. Je pense qu'actuellement est en train de s'imposer ce qui pourrait être une sorte de géographie du sport, comme il existe une sociologie du sport, une économie du sport, voire une anthropologie du sport. C'est vrai qu'il y a une réhabilitation du sport, même dans le milieu scolaire, où quand on était à l'école, la gymnastique n'était pas une matière privilégiée. Et les professeurs de gymnastique étaient un peu à part. C'est Vigarello qui souligne qu'ils étaient habillés différemment. Ils étaient dans des lieux différents. Donc il y a là en écho. Vous avez ce souvenir de votre propre expérience d'élève? Oui, j'ai effectivement j'ai deux souvenirs. Dans le collège, c'était un professeur un peu comme vous dites, de ce modèle-là qui était habillé différemment, qui nous accompagnait en bicyclette. Nous, on marchait, mais lui, il tenait sa bicyclette pour aller au stade qui était un peu éloigné du collège. Oui, c'était des mondes différents. Au lycée, c'était étonnant. J'étais dans un lycée qui était assez recherché par les enseignants pour des fins de carrière. Et là, les profs de gym, qui étaient en fin de carrière, jouaient surtout à la belote quand ils nous accompagnaient pour ces après-midi de plein air, comme on dit. Ils nous donnaient un ballon, bien sûr, mais après, ils nous laissaient un peu tranquilles. Donc, voilà, je n'ai pas un souvenir extraordinaire de cette époque. Je crois que les choses ont beaucoup changé et qu'aujourd'hui, les profs de gym, qui sont bien mieux formés, font un travail tout à fait indispensable.
Quelle différence faites-vous entre, parmi tous les loisirs, le sport et loisirs? Comment distinguer? Est-ce qu'on intègre simplement le sport dans les loisirs ou bien il y a une distinction que l'on peut marquer clairement? Oui, écoutez, les loisirs, c'est effectivement un temps, dans les temps de vie, le temps de travail, il faut dormir, il faut manger, et puis il reste un temps qui est le temps de loisir. Et ce temps de loisir, il a augmenté de manière considérable en l'espace d'un siècle. Mais vraiment de manière considérable, les travaux de Viard le montrent très, très clairement. Donc, dans ce temps de loisir, il y a toutes sortes d'activités possibles. Ça peut être du jardinage pour certains, ça peut être des activités artistiques, ça peut être de la musique, mais du sport, évidemment, de l'activité physique. Donc, dans les loisirs, la tendance actuelle, c'est que les pratiques sportives de loisirs ou de compétition, notamment pour les jeunes de moins de 30 ans, prennent une place de plus en plus importante. On peut dire ça, c'est admis, accepté, vérifié par l'ensemble des enquêtes que nous avons depuis une cinquantaine d'années. Ce qui est important, c'est que dans l'Antiquité, le travail est un non-loisir, alors que dans les temps modernes, le loisir est un non-travail. C'est le travail qui est devenu la norme. Est-ce que cela change? Oui, ça change en partie parce que pour beaucoup, le loisir devient un travail. Organiser le loisir, être moniteur de sport, c'est un travail. De même que tous les métiers qui vendent des produits de loisirs, c'est du travail. De même que pour certains joueurs et tous les joueurs professionnels, c'est du travail. Donc la différence entre travail au centre, travail agricole, travail industriel et travail dans le loisir, on a des mutations qui sont grandes, qui sont importantes. Et la partition classique entre le primaire, qui était plutôt l'agriculture, le secondaire, l'industrie, ou ce qui était lié à l'industrie, aux transformations des produits de l'industrie, et le tertiaire, qui est lié aux autres secteurs, le loisir se retrouve plutôt dans le troisième, mais aussi un peu dans le second secteur. Le sport, c'est du boulot. On peut dire ça. On pourrait peut-être essayer de définir le sport. Quelle définition proposeriez-vous du sport? Oui, alors là, voilà. Beaucoup de chercheurs ont même considéré que c'était impossible d'arriver à une définition, tellement il y en a. Pour moi, en fait, il y a une réponse qui est assez simple, et je pense que ce sont les travaux de Pierre Parlebas qui nous donnent les meilleures réponses. Il considère que pour qu'il y ait sport, il faut qu'il y ait quatre dimensions. D'abord, le sport, c'est le corps, c'est la motricité. Donc la première dimension, c'est la motricité qui est liée au corps, bien sûr. Deuxièmement, pour qu'il y ait sport, il faut qu'il y ait des règles qui sont établies, les règles du football pour un sport collectif, les règles du tennis pour un sport plus individuel. Troisièmement, il faut qu'il y ait des institutions qui entérinent les règles, qui les contrôlent et qui s'occupent donc de l'organisation de ce sport-là. Et puis le quatrième élément, c'est la compétition. Donc au sens strict, on devrait utiliser le mot sport que lorsqu'il y a ces quatre composantes. Quand il n'y en a que 3 ou 2, il faudrait parler de ce que j'appelle moi le ludosport ou les loisirs sportifs. C'est-à-dire que quand on marche, quand on fait du jogging, même quand on fait un marathon pour soi-même, sans qu'il y ait une institution, quand on fait 40 km de course à pied, logiquement, on fait de l'activité physique. On fait du ludosport. On ne fait pas du sport au sens strict parce qu'il n'y a pas l'institution, dans le cas du marathon en particulier. Et vous voyez naître le sport à quelle époque à peu près? C'est un phénomène moderne. Oui, c'est un phénomène moderne. Le sport moderne, écoutez, il naît, c'est clair, il naît sous sa forme moderne, il naît en Angleterre. Il naît en Angleterre, donc, à la fin du XVIIIe, plutôt au milieu du
du 19e que les règles sont vraiment établies, les règles du football, les règles du rugby, pour prendre les deux sports collectifs les plus importants. Donc on a là une naissance des sports anglais. Ce qu'il faut savoir, mais que tout le monde a en tête, c'est que les États-Unis, qui se sont libérés de l'emprise de l'Angleterre en sortant de la colonie anglaise, ont détourné les sports anglais pour créer des sports qui sont spécifiques. Le football américain, qui est un rugby transformé, le baseball, qui est un cricket transformé, le basket, qui est une vraie invention, et le hockey sur glace, qui est aussi une vraie invention, plutôt canadienne d'ailleurs qu'états-unienne. Donc on a l'invention anglaise, l'invention américaine, et on aurait une invention aussi japonaise avec les arts martiaux qui vont se faire après l'ère du lorsque le Japon donc devient ouvert un petit peu au mode occidental, l'ère du Meiji. Vous distinguez le sport des activités ludo-sportives. C'est une distinction que vous avez bien marquée, mais vous regroupez tout de même ces deux choses sous un terme commun de culture sportive. Alors que faut-il entendre par là? Alors l'idée de culture sportive, elle est assez récente, et elle est venue d'une part mettre le mot culture à côté du sport, c'est lui donner d'une certaine manière un peu de noblesse. On oppose souvent le sport à la culture serait le caractère noble, le sport ça serait le corps seulement. Donc je trouve que c'est bien. Et deuxièmement, ça permet aussi de montrer que dans le sport, il faut bien distinguer deux éléments. Le sport au sens strict qu'on évoquait et les ludosports. Et les cultures sportives, c'est justement l'ensemble du sport et du ludosport. Les deux ne s'opposent pas nécessairement. Les deux se nourrissent, on pourrait dire. Certains auteurs ont tenté à un moment de considérer qu'on assistait à la fin du sport traditionnel, que le ludosport allait l'emporter partout, que les règles c'était fini, que les institutions allaient disparaître, diminuer. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Même s'il y a eu une augmentation très forte des ludosports et une relative stabilité des sports stricts. Mais les sports stricts donnent au ludosport des éléments, des habits. Il n'y a pas une opposition, une séparation entre les deux. C'est ça que le terme culture sportive, je trouve, redit bien. Et puis ces deux activités mettent en œuvre des situations motrices dans des espaces appropriés. Donc là aussi, il y a un point de convergence. Il y a un point de convergence au niveau de la motricité, puisque dans les deux cas, la motricité est le fondement. Ensuite, au niveau des espaces, on pourrait évoquer là que dans les sports traditionnels, classiques, anglais on pourrait dire, les espaces étaient codifiés, qu'il s'agisse des stades, des gymnases, des piscines, des patinoires, que sais-je. Alors que dans les ludosports, on sort des espaces codifiés. La nature devient espace. On va courir pas seulement autour d'un stade, on va courir dans la nature. On va nager pas seulement dans une piscine, mais dans l'océan, dans une rivière. Autrement dit, c'est le monde qui devient presque un terrain de jeu. On pourrait dire la ville avant le monde, la ville. Si je refaisais l'histoire, puisqu'on parlait des équipements, on crée des équipements. Ce sont des équipements qui sont intégrés dans la ville, mais sans plus. Et puis à côté, il y a les espaces publics. Les espaces publics, les rues, les places, les parcs, sont pendant longtemps peu occupés par les sportifs. À partir des années 1960, les sportifs, les ludosportifs, s'investissent dans la rue, dans les places, dans les parcs. Ils deviennent même parfois majoritaires. On a donc un passage là qui est intéressant dans le cadre urbain. Mais c'est la même chose
au niveau, après, de l'espace. Les montagnes, les déserts, les océans, les vagues, on évoquera peut-être le sport plus tard, vont créer aussi des territoires sportifs. On a quelque chose qui a à voir avec l'espace. On construit un territoire, il y a une territorialisation par le sport d'un espace qui n'était avant tout qu'un espace naturel et qui devient un espace culturel porté par des pratiques sportives. Et en même temps, on constate que cette opposition entre, disons, une nature libre et une nature installée ou instituée dans des pratiques sportives codifiées ou réglementées, on s'aperçoit que la nature elle-même, elle devient souvent réglée, avec des espaces dédiés aux activités ludosportives. Même le ludosportif a peut-être tendance à devenir un être normatif, avec une culture, avec des équipements, avec un ensemble de choses, une littérature. Vous mettez le doigt sur quelque chose que les spécialistes évoquent de la manière suivante en parlant d'une culturalisation de la nature et d'une naturalisation de la culture. Alors, culturalisation de la nature, ça veut dire quand on installe dans une montagne une station de ski, effectivement, on transforme l'image de la montagne, on y met des chasse-neige, des hôtels, on y installe toutes sortes d'activités. Même chose pour une station balnéaire en bord d'océan, qui va devenir une station surf après avoir été une station balnéaire. Après le bain, c'est la pratique dans les vagues qui va être dominante. Donc là, on a un effet de culturalisation de la nature. Et puis, par ailleurs, quand ces phénomènes prennent tellement d'importance, on va tenter de créer dans les villes, pourquoi pas, je pense au bassin houiller du nord de la France, où on a fait des pistes de ski sur les terrils qui existaient. Donc là, il y a une naturalisation de la ville, en quelque sorte. Actuellement, la grande mode, le mot grande mode est un peu exagéré. Enfin, il y a une certaine mode, en tout cas, sur la création de piscines à vagues pour faire du surf en piscine. Mais ça peut être des petits bassins, mais des très grands bassins avec des systèmes logistiques extrêmement compliqués qui donnent des vagues remarquables à surfer. Et là, on a un bel exemple aussi de transport de la nature dans la ville. Alors, je vous cite, vous dites par exemple que les cultures sportives sont devenues des organisateurs sociaux et spatiaux structurant les sociétés. Est-ce que vous pourriez préciser cette idée ? Écoutez, quand on voit n'importe quelle grande ville, prenons l'exemple de Paris. Nous sommes à Paris, les Jeux Olympiques ont eu lieu 2 fois déjà, ils auront lieu une 3e fois en 2024. Moi, je pense que les traces qu'ont laissées les Jeux Olympiques, les 2 premiers, le second, oui. Les Jeux de 1924 ont laissé quand même quelques traces. Mais les prochains Jeux peuvent laisser des traces et participent à cette organisation qui structure la ville. Actuellement, quand on crée un stade de football, ça a été le cas en France, il y a eu donc l'Euro de foot en 2016, dont la France était le pays qui organisait cet Euro de foot. Il a fallu créer donc une dizaine de stades, créés ou rénovés. Mais je prends l'exemple de Bordeaux, on a créé un stade à Bordeaux de 50 000 places, et ce stade a participé au réaménagement de tout un quartier. De même que le Stade de France, quelques années avant, quelques décennies avant, avait participé au réaménagement d'un secteur qui était un peu défavorisé dans la région parisienne. Donc je crois qu'il y a un effet qui joue. Je pourrais donner un exemple que j'aime bien parce que je l'ai suivi de près à un moment. Ça nous amène à New York. On change un peu de continent. New York, vous savez, c'est des secteurs un peu différents. Et vous avez au nord de Manhattan, et en fait au nord de Harlem, qui est un des secteurs de Manhattan, le Bronx, qui est moins réputé et qui est un quartier problématique.
Or là se trouve historiquement depuis des décennies un stade de baseball, le Yankee Stadium, dont les propriétaires, puisqu'on est dans le système américain, les équipements sont privés, les propriétaires ont bien l'impression que ce stade n'est pas si bien placé. Donc ils ont envie de le vendre et d'en construire un autre ailleurs. Et là, on va assister au regroupement d'un certain nombre d'ONG, on pourrait dire de pouvoirs publics, mais ce sont surtout des ONG qui vont agir et qui vont faire en sorte de faire comprendre aux propriétaires du club que si ils suppriment ce club, ils enfoncent encore plus ce territoire urbain dans les difficultés. Parce que ce club, ce Yankee Stadium, attire chaque semaine des milliers de personnes qui viennent dans le Bronx. Et d'une certaine manière, il revalorise un peu le Bronx. Le Bronx n'est pas totalement clos, fermé, interdit. Donc l'idée de ces ONG, ça a été d'aider le propriétaire à refaire un ensemble encore plus attractif autour de ce stade-là. C'est un peu la même chose qui s'est fait au Stade de France, hein. Le choix du Stade de France, c'est un choix politique et social. Le Stade de France pouvait être construit soit à la Défense, il y avait de la place, on pouvait faire la circulation, etc. Le Stade de France pouvait être construit aussi à côté de Disneyland, où il y avait aussi de l'hébergement, des systèmes de transport, mais le choix était de le construire dans un secteur qui nécessitait, avait besoin d'un support social, porteur, valorisant pour le quartier. C'était le choix donc de le construire en Seine-Saint-Denis, à la frontière de Paris, et sur un terrain qui appartenait encore à la ville de Paris. Vous parlez de stade, vous avez écrit un texte qui comporte une question: à quoi servent les stades? Alors évidemment, on pourrait donner la réponse latine, panem et circenses. Le cirque, ça n'est que la transposition moderne du cirque, ce qui n'est bien sûr pas suffisant. D'abord, qu'est-ce qu'un stade? Quelle définition donneriez-vous d'un stade? Alors on pourrait, là, et je reprends vos propres réflexions, on pourrait commencer par dire que c'est un lieu de célébration. On pourrait pas... Régis Debray a dit beaucoup de choses là-dessus. On peut s'arrêter d'abord. Est-ce un lieu de célébration d'abord pour vous? Oui, c'est un lieu de célébration. C'est un lieu où va se jouer au moins 1 ou 2 fois par semaine une célébration entre 2 équipes qui vont se disputer une victoire. Alors, ce qui est important, je veux répondre à la question « qu'est-ce qu'un stade ?» Alors, on pourrait dire c'est des formules toutes faites, les cathédrales du XXe siècle. Bon, pourquoi pas. Mais il faut savoir quand même qu'on a construit depuis un siècle et demi, depuis que le sport apparaît, le sport moderne se construit, on a construit des milliers, des dizaines de milliers, je pense qu'on pourrait dire peut-être des centaines de milliers de stades. On construit encore aujourd'hui, à l'heure qu'il est, plus de 1000 stades de plus de 20 000 places dans le monde. C'est quelque chose qui continue. Donc le stade, c'est un lieu emblématique où les équipes jouent, mais où les spectateurs, souvent nombreux, hein. Le Stade de France reçoit la Croatie pour un match éliminatoire. Il y aura 80 000 personnes. Hein. C'est à guichet fermé depuis plusieurs semaines. Hein. Il y a vraiment un attrait donc considérable dans le public des sports. Alors, le stade, c'est donc à la fois un lieu concret, réel, emblématique. Le stade a de plus en plus tendance à être autre chose que ce lieu réel. Et la Covid a encore renforcé ce phénomène. Et je veux dire par là que le stade, c'est un studio d'enregistrement. Tous les stades ont été pensés, organisés, avec des places pour les caméras. Voilà, ce sont des studios d'enregistrement. Il y a bien sûr beaucoup plus de personnes qui regardent ce qui se passe dans le stade à travers la télévision, le jour même, ou en différé, et parfois bien plus tard,
que les gens qui sont physiquement dans le stade, même s'ils sont nombreux, et parfois 80 000, comme je l'évoquais tout à l'heure. Dans le texte que vous consacrez au stade, vous laissez entendre que c'est aussi possiblement un appareil idéologique d'État. Là, vous utilisez un concept venant de la philosophie d'Althusser. Alors, en quoi le stade serait-il un appareil idéologique d'État ? Autant dire qu'il aurait pour fonction d'assurer la reproduction des rapports sociaux. Oui, alors, notez bien que je parle de l'appareil idéologique d'État, mais je ne me l'approprie pas. Je suis même assez critique par rapport à... Je rappelle seulement qu'un certain nombre de chercheurs critiques sur le sport ont repris la typologie d'Althusser, c'est lui qui avait développé cette idée d'appareil idéologique d'État, qu'on peut expliquer simplement. Une société, dit Althusser, a besoin pour se développer, pour se maintenir, d'appareils d'État, que sont la police, l'armée, la justice, par exemple. Mais une société de plus en plus développée a besoin d'appareils qui travaillent non plus à la répression, mais travaillent à l'idéologie, ce qu'il appelle donc les appareils idéologiques d'État. Et le premier appareil idéologique d'État, c'est bien sûr l'école, d'après lui, l'école, les loisirs, alors, le sport en fait partie. Et en ce sens-là, le fait de rassembler dans un stade régulièrement et avec des émissions de télévision une grande partie de la population peut être perçu comme une manière idéologique de contrôler la population. C'est un point de vue donc développé par Althusser, repris par Broms et puis quelques-uns de ses disciples qui sont ces chercheurs très critiques sur le phénomène sportif. Et de tradition marxiste. Et de tradition marxiste, l'un et l'autre, absolument. Mais pas le même marxisme d'ailleurs. C'est aussi un lieu de violence pacifiée, là, si on veut se placer dans une perspective qui serait celle aussi bien d'Aristote que d'Élias. Oui, ouais, oui, tout à fait. Alors, s'oppose d'ailleurs, on peut opposer. Tenez, j'aime bien moi parler des 4 interprétations cardinales du sport en général. La première interprétation, c'est celle qui considère le sport et qui justifie le sport par un discours de célébration. Le sport, c'est bon. Le sport, c'est bien. Le sport, c'est bon pour la santé. C'est bon pour l'équilibre. C'est bon pour le dépassement. C'est bon pour toutes sortes de choses, y compris les sports collectifs, etc. Donc vous voyez tout ce discours très répandu, d'ailleurs souvent repris par les journalistes. Alors, s'oppose à cette première version celle qu'on évoquait, celle des sociologues critiques. Le sport, tout est mauvais. Le sport, c'est le capitalisme. Le sport, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le sport, c'est l'emprise des médias, c'est l'emprise de l'économie. Le sport, c'est toutes les dérives qui vont arriver. C'est le dopage, etc., etc. Donc on a une critique féroce qui... La troisième approche, la troisième interprétation, celle que vous évoquiez, qui est, de mon point de vue, peut-être la plus intéressante. Elle est faite par quand même quelqu'un d'extrêmement reconnu, Norbert Elias, qui a écrit toute une série d'ouvrages, et notamment qui s'est intéressé au sport en montrant que, sur un long temps, les activités sportives entraînaient une diminution de la violence. Alors, bien sûr, les élèves de la deuxième école que j'évoquais vont dire « mais c'est pas vrai, regardez les violences qu'il y a dans les stades et tout. » Non, Norbert Elias a raison, il n'y a plus de mise à mort comme il y avait avant. Une vraie démonstration, je crois, qui n'a pas été remise en cause et qui mérite vraiment attention. Et puis la quatrième interprétation, c'est une interprétation qui a à voir avec la distinction, qui est plutôt liée un peu aux travaux de Pierre Bourdieu, qui fait que les sports sont pratiqués par des groupes sociaux différents. Bon, ce ne sont pas les mêmes qui pratiquent la pétanque et
le tennis, ce que j'évoquais tout à l'heure, et ça peut avoir un lien avec l'espace, puisque quand les populations sont dispatchées dans un espace urbain différent, on va avoir pas exactement les mêmes équipements aux mêmes endroits, de même que les mêmes lycées aux mêmes endroits. Alors, on peut revenir synthétiquement à quoi servent les stades. Donc on pourrait s'arrêter à la mise en scène d'événements urbains à forte charge symbolique, mais on pourrait aussi insister à la dimension disons, rituelle, au cérémonial, à la grand-messe. Tout à l'heure, vous avez parlé de cathédrale. À la grand-messe, avec ses héros, ses demi-dieux, toute une dimension sacrificielle, peut-être même avec le rite du bouc émissaire, si on voulait mobiliser d'autres anthropologues. Donc, est-ce que cette dimension liée au sacré vous semble pertinente? Je sais que Régis Debray se montre à cet égard très réservé. Il considère qu'on a affaire à un sacré pauvre, à des rituels réduits, asséchés. Il critique assez finalement cette supposée religion sportive qui serait une sorte de religion laïque ou laïcisée. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'il a peut-être un peu tort. Alors, il s'est beaucoup intéressé au phénomène religieux, d'ailleurs, de manière, je veux dire, intelligente, ouverte. J'ai beaucoup apprécié ses travaux sur ces questions-là. Par contre, sur le sport, je crois qu'il mésestime l'importance des rituels qu'il y a dans le mouvement sportif. Si je reprends l'exemple des rituels des Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Tous les rituels qui ont été trouvés, allumer la flamme, allumer la vie, transporter cette flamme, cette vie, cette espérance dans un lieu, demander à la personne qui va la transporter et à ceux qui l'accompagnent de porter un serment de loyauté. Ensuite, voir défiler l'ensemble des nations du monde, la seule organisation, le seul moment, le seul lieu où tous les pays sont représentés, non pas par un élu ou par un représentant comme aux Nations Unies, mais par un groupe. Ce sont les Jeux Olympiques. Il y a vraiment quelque chose qui me paraît relever du rituel religieux. Coubertin avait pensé d'ailleurs que ça pouvait être une nouvelle religion. Bon, alors évidemment, faut pas confondre. Il n'y a pas de lien entre une religion, les religions classiques, et puis ce qui va se faire au niveau du sport. Mais si l'on prend l'étymologie du mot religion, il y a deux sens. D'une part, ça permet de relier. Le sport permet de relier aussi. Religarer. Et deuxièmement, ça permet de revisiter. Et le sport permet aussi de revisiter l'histoire. Bon, religuer. Voilà, les deux tendances. Bravo. Et vous avez dans l'étymologie donc les deux éléments qu'on va retrouver dans le sport. Donc c'est pas pour en faire une religion, mais au sens global, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et je dirais quand même que le phénomène le plus étonnant depuis un siècle, c'est la poussée donc des activités physiques et sportives, leur retransmission, le nombre de pratiquants, l'importance que le sport a pris, s'inscrit quand même dans une époque, dans les pays occidentaux, surtout, où les grands récits ont perdu de leur force, que ce soit les grands récits de type religieux ou les grands récits de type politique. Donc il y a quelque chose de complémentaire. Il y a une place qui a été libre et qui a été prise par le sport. Est-ce qu'on pourrait trouver une autre place, autre chose, d'autres activités? Il y en a d'autres déjà. Il y a la musique, il y a l'art et la culture, mais le sport a plus réussi, a mieux réussi dans ce domaine-là que les autres pratiques. Enfin, on peut se poser la question de savoir si une religion sans transcendance est encore une religion. Régis Debray pointe cela en disant
Où est la transcendance, là? Vers quoi? Vers quelle élévation? N'est-ce pas, au contraire, une activité à la fois sans passé, sans avenir? Il parle de spasme participatif. Et en même temps, c'est une sorte d'effervescence sans lendemain. Oui, alors, bon, on pourrait, sans vouloir ferrailler avec l'auteur, on pourrait considérer quand même que le fait de s'inventer et de se dépasser, et de chercher à se dépasser toujours plus, c'est quand même un petit coup vers la transcendance. Si je fais référence à la pratique du surf. Le surf, donc, chacun le sait maintenant, c'est d'origine du Pacifique, surtout des îles Hawaï, et il y avait quelque chose de très religieux dans ce rapport de l'homme avec la vague, grâce à sa planche, un média, qui lui permettait de se nourrir, d'utiliser les forces de la nature dans une île qui venait d'être créée par un volcan. Enfin, il y avait quelque chose quand même où se mêler dans l'activité physique de l'époque, qui n'était pas encore un sport, c'était un jeu, mais un jeu religieux, un jeu plein de transcendance, si bien même que les meilleurs surfeurs dans la famille royale avaient plus de chances de succéder au roi défunt que les moins bons surfeurs. Bon, on va trouver beaucoup d'exemples de ce type-là. Je dirais aussi que cette émulation, alors est-ce que c'est la transcendance? Je ne sais pas, mais je pense à la victoire d'une équipe de France au championnat du monde. C'est arrivé 2 fois, nous avons 2 étoiles, l'une acquise à Paris, l'autre à Moscou plus récemment. Il s'est suivi de ces réussites des phases d'effervescence étonnantes. Tous les groupes de la société, toutes les classes d'âge, les genres différents, se retrouvent, se rassemblent. Il y a une phase qui... Alors, est-ce que c'est de la transcendance? Je ne crois pas, mais en tous les cas, c'est de l'effervescence, quoi. À des zones un peu d'apathie habituelle, tout d'un coup, le sport et une victoire permet une phase d'effervescence étonnante. Je pense que... je ne sais pas quelle est... Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre moyen. La fin d'une guerre, peut-être, où l'effervescence est au maximum. Vous citez dans un de vos textes le grand géographe et militant anarchiste Élisée Reclus, qui disait la chose suivante: les peuples changent par l'agriculture, l'industrie, les services commerciaux, et ils ne cessent de se modifier eux-mêmes par les migrations et les croisements. Mais vous vous demandez, de votre côté, si on ne pourrait pas dire aujourd'hui, Élisée Reclus c'est à la fin du XIXe siècle, donc aujourd'hui, au début du XXIe siècle, que les peuples changent par la culture, le tourisme, le sport, et qu'ils ne cessent de se modifier eux-mêmes par les mobilités accélérées et les communications de masse. Alors, expliquez-nous ce décalage temporel, un siècle, oui, un peu plus d'un siècle. Ce décalage, si vous voulez, c'est effectivement la mutation qu'ont connue nos sociétés. Donc Élisée Reclus. Alors, il parle quand même dans son encyclopédie universelle, il parle d'un sport anglais. Il parle du cricket. Mais très peu. Je me suis amusé à retrouver ça. Donc, il ne parle pas du sport parce que le sport n'était pas vraiment organisé. Bien qu'en Angleterre, il commençait à s'organiser. Mais il ne le voit pas. Un siècle après, tout a changé. Tout a changé et ce que vous rappeliez devient aussi important que l'agriculture, que l'industrie, que le commerce. Les mobilités, évidemment, se sont multipliées. J'arrive donc de Bordeaux ce matin. La gare Montparnasse, mais c'est une fourmilière. C'est à la fois un ensemble de centaines de boutiques, de logements, pas de logements, de boutiques, de ventes, de produits, de restaurants, des gens qui passent, des TGV. Je crois que c'est plusieurs millions par jour qui passent dans ces gares parisiennes. On a une mobilité accélérée que ce brave Élisée Reclus ne pouvait pas comprendre parce que lui, il n'était que pour la marche à pied.
Il a traversé le monde entier, presque, j'exagère un peu, la France dans tous les cas, dans tous les sens. Et l'Amérique du Sud aussi. L'Amérique du Sud un peu aussi, voilà. C'est étonnant. Et ses frères sont allés en Amérique du Nord. Donc, c'est ce que je veux dire, quoi. Il ne peut pas... Je lisais, là, récemment, ce qu'il disait sur la côte du Médoc. Donc, il présente ça comme un désert. Ce n'est qu'un désert. Des dunes de sable, il n'y a rien. Il n'y a pas de routes qui ont accès. Il n'y a rien. Mais aujourd'hui, c'est incroyable. Entre Soulac et Arcachon, sur ces, on va dire, 80 km, il y a 2 millions de touristes qui sont là, sur les dunes. Il y a un siècle, il n'y avait personne, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas de mobilité. Et qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est un bel exemple. Tenez, je vais insister un petit peu parce qu'il me plaît beaucoup. La manière dont les personnes... On est à la fin du 19e siècle. Bon, Arcachon est créé, mais c'est une ville d'hiver. On s'y baigne, on fait un peu de voile pour certains, mais surtout on respire. Et puis, par contre, dans les Landes où il y a des dunes, il n'y a que du sable, il n'y a rien. Et là, en 1906, un commerçant de la commune de Lacanau, qui se trouve à 10 km des plages, des vagues et des dunes océanes, se dit, mais après tout, si je faisais moi aussi un Lacanau-océan comme il y a un Arcachon-océan. Et il décide donc de faire un premier plan, et donc va commencer en 1906 Lacanau-océan. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est deux petites villes d'hiver. Sur 2 dunes, on construit des maisons pour respirer et pour voir le paysage. Le paysage, c'est quoi ? Ce sont les vagues qu'on regarde de loin. On n'y met pas les pieds, ou rarement. Et c'est seulement quelques années après qu'on va commencer à s'y baigner en mettant un piquet sur la plage ferme, un piquet dans l'eau avec une grande corde, et les gens se tiennent à la corde et vont dans les vagues. Et on a une nouveauté. La 3e étape, ça va être, on va lâcher la corde, on va nager un peu dans les vagues, on va s'approprier avec les vagues. L'autre étape, je passe parce qu'il faut quand même avancer, ça va être l'arrivée du surf. Une planche qui arrive, une planche de surf. On est en 1963, la première planche qui arrive à Lacanau. Et les gens commencent à glisser sur la vague. Et puis après 2, 3 000, des centaines maintenant, 27 écoles de surf à Lacanau. Et puis d'autres engins plus compliqués que le surf simple, qui est l'épure des sports de glisse de l'eau, avec des ailes flottantes, les kitesurf, comme on dit, les windsurf, j'en parle pas, etc., etc. Donc le paysage de Lacanau aujourd'hui, comparé au paysage d'Élysée Reclus, c'est pas le même. Et qu'est-ce qui a créé ce paysage ? Bon, c'est le tourisme, on peut le dire, mais c'est quand même le tourisme sportif. Et c'est l'appropriation de la mer, de la vague, de la plage. Hein, c'est la création d'une scène, si vous voulez. On a créé une scène. Et dans cette scène, les vagues sont le théâtre, la mer sont les décors, et la plage, c'est à la fois les coulisses et les tribunes, où on regarde les surfeurs, les baigneurs. Il y a tout un jeu de construction, qui est une construction territoriale. Donc il y a toujours cette idée d'appropriation de territoire. Absolument. C'est une donnée fondamentale. Ouais. Alors vous dites qu'il y a trois approches possibles du phénomène sportif. Vous parlez d'une approche empirique, d'une approche cognitive et d'une approche actionniste. Alors, 3 approches, mais ces 3 approches, j'imagine, sont complémentaires, elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Alors, vous pouvez préciser un peu le sens de ces approches ? Oui, c'est une
une trilogie que j'avais effectivement utilisée. Je voulais dire par la première approche empirique, c'est-à-dire elle est plutôt descriptive. On regarde, on explique ce que je vous ai dit, par exemple, sur la côte médocaine. C'est une approche qui reste simple. La deuxième approche cognitive, c'est celle qui essaie d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, et pourquoi ça a pris cette dimension. C'est pas seulement parce qu'il y a une planche qui est arrivée. Si je regarde l'exemple de la Cano et du Médoc et du surf, c'est aussi parce que on est rentré dans une société d'individuation, une société d'individus où le rapport de l'individu à la nature a pris une forme plus importante peut-être que dans les sports traditionnels où c'était plutôt des rapports d'homme à homme, d'homme contre homme, pour battre des records, pour gagner un match de football ou de rugby. Il y a tout ce travail. Ça, c'est l'approche cognitive. On pourrait la développer, bien sûr. Et l'approche aménagiste, je crois que c'est le mot que vous avez employé. Actionniste, vous utilisez. Voilà. Donc, oui. c'est la même chose. Oui. Actionniste, aménagiste, pour moi, c'était ce que je voulais dire. C'est comment on est obligé, et la discipline, la géographie, s'intéresse aussi à l'aménagement du territoire. C'est une géographie c'est une science de l'action. Elle est là pour établir des routes, établir des lieux, des accès donc aux plages. Il faut aménager ce territoire, à la fois protéger la nature, mais construire en même temps. Donc c'était tout le problème de l'aménagement de la côte aquitaine, avec le choix de zones naturelles à sauvegarder, interdiction de construire, et puis de zones où l'on peut construire plus fortement, qui vont être les zones d'habitation dont la Cano fait partie. Donc c'est une approche plus opérationnelle, cette Elle est approche. opérationnelle, aménagiste, actionnaliste. Quand on parle d'appropriation de territoire, de spatialité, on peut envisager la question, le fait de la mondialisation. La mondialisation, qui est évidemment d'abord une donnée spatiale à l'échelle du monde. Est-ce que c'est simplement une variation quantitative, davantage d'espace, davantage de territoires conquis, ou bien est-ce qu'il y a comme un saut qualitatif? Est-ce que quelque chose d'autre se produit avec ce phénomène de la mondialisation dont on parle beaucoup? Moi, je pense qu'il y a dans la mondialisation, surtout si l'on évoque la question de la mondialisation culturelle, qui va nous ramener un petit peu au sport, si vous voulez. Le fait qu'il y ait... Alors, on pourrait refaire l'histoire des mondialisations, bon, c'est pas l'objet, mais montrer, bon, qu'entre la Renaissance, et puis après le 18e, le 19e, la découverte du monde par la... Et même l'Empire romain a oui, été une première mondialisation, à sa manière. Voilà, mais c'était une mondialisation quand même méditerranéenne. mais je suis d'accord. Et donc, on peut revoir toutes ces étapes. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que le sport, si on revient donc à notre sujet principal, le sport est un accélérateur de la mondialisation. C'est-à-dire que en un siècle, les pratiques sportives, au sens strict du terme, les règles du football, pour prendre un exemple, sont connues actuellement, je crois qu'on peut dire, en général à peu près, de l'immense majorité des 8 milliards d'habitants. C'est quelque chose quand même d'incroyable. C'est la seule activité... Alors, certains ne connaissent pas les détails précis, mais quand même, les gens savent qu'il y a 2 équipes de 11 et il faut mettre le ballon dans le but. C'est connu, ça. Et alors, bien plus pour ceux qui pratiquent. Hein, c'est quand même... La FIFA a annoncé, je crois, 500 millions. C'est ça, 500 millions de licenciés sportifs dans le monde.
on ne parle pas des Africains ou des Américains du Sud ou je ne sais pas encore, des gamins français même qui jouent au ballon dans la rue et qui ne sont pas licenciés. On a quelque chose qui s'est fait en l'espace, encore une fois, de très peu de temps. Donc je pense qu'il y a une accélération de la mondialisation par les activités sportives qui sont en plus portées par les médias et avec des rituels qui sont ceux tous les 4 ans, des Jeux Olympiques, des mondiaux de foot et de toutes sortes d'autres mondiaux. L'Afrique, si vous voyez l'émulation dans les pays africains qui ont une chance de gagner ce qu'ils appellent la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont 4 ou 5 pays qui se battent pour être les vainqueurs. Mais c'est une émulation du même ordre que celle que j'évoquais pour les championnats du monde de football, des mondiaux de foot. Hein. C'est vraiment des phénomènes extrêmement forts. Ce que Edgar Morin aime étudier, et il est très sensible à cette capacité de mobilisation, d'effervescence des populations, où tout le monde se mêle, où il y a une sorte de mélange. Dans la complexité du monde, comme il dirait, il y a là des phases spéciales où tout est bien, tout est beau, tout le monde est content. Oui, en particulier lorsqu'il a assisté à des matchs de football au Brésil, oui, qui sont évidemment des expériences tout à fait singulières, de fusion, sans régler bien évidemment les rapports sociaux, mais des moments de fusion. Et est-ce que cette mondialisation demeure pour vous un phénomène essentiellement occidentalo-centré ? Alors, oui, là, je crois qu'il faut être clair et pas tomber dans dans des simplifications. Le sport, sous sa forme la plus classique, donc celle qu'on va retrouver aux Jeux Olympiques, donc les Jeux Olympiques en général, les sports des Jeux Olympiques en général, sont des créations occidentales. L'Occident a gardé le monopole de l'invention, de la diffusion, ensuite du contrôle des organisations, que ce soit le CIO, le Comité olympique international, ou la FIFA, la Fédération internationale de football amateur. Toutes ces fédérations, enfin la plupart, sont d'ailleurs toutes centrées, regroupées, rassemblées dans un pays qui est la Suisse. Pas toutes, mais l'immense majorité. Il y a quelque chose d'occidental fort. D'européen d'ailleurs fort, plus que d'occidental. Hein. L'Amérique y joue son rôle, mais l'Europe y joue un rôle encore plus important, quoi. Et là, il y a quelque chose qui est un petit peu inégal, parce que cette construction de sports occidentaux a certainement gommé, raboté, réduit, supprimé des pratiques quasi sportives qui existaient dans des pays africains. Je pense à la lutte africaine, je pense à des courses de canoë. Ce n'est pas des canoës d'ailleurs, des courses d'embarcation, de pirogues, voilà. Je pense aussi que pour le Pacifique, c'est un peu différent. Là, les pays occidentaux, là, c'est les Californiens, les États-Unis ont récupéré le surf qui était né dans les îles du Pacifique. Il y a eu un double phénomène, un phénomène d'acculturation. On a imposé à ces cultures, ces pratiques hawaïennes, enfin, quand je dis on, les missionnaires anglicans de Boston qui ont débarqué à Hawaï ont quasiment tenté d'interdire, et après, acculturé, et après, on a exporté leurs pratiques pour en faire autre chose que ce qu'elles étaient, et ce qui va devenir le surf moderne en Californie, puis en Australie, et puis en Europe beaucoup plus tard.
Pour reprendre un exemple, le rugby, puisque vous avez écrit sur le rugby, et puis vous êtes du Sud-Ouest, donc c'est un sport de la région, vous avez bien montré que le rugby, il y a d'abord une matrice britannique, puis il y a une expansion vers le sud de la France, ou le sud, l'hémisphère sud, et vous montrez qu'il y a un problème des relations entre l'hémisphère sud, l'hémisphère nord. Est-ce que ça vous semble révélateur d'un processus de mondialisation? Est-ce qu'on a affaire à une sorte de mondialisation en acte, bien que le rugby reste une activité relativement limitée par rapport au football? Oui. Non, l'exemple du rugby par rapport au football me semble tout à fait intéressant, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que je pose l'hypothèse que le rugby est le sport d'équipe qui est l'épure des sports d'équipe. C'est le sport d'équipe de combat. C'est le sport d'équipe, d'abord, qui a le plus grand nombre de joueurs, 15. Il n'y en a que 11 en football et moins en basket, etc. Donc, un grand nombre de joueurs. On défend un terrain. Le terrain est coupé en deux. Il faut aller mettre le ballon chez l'adversaire, sans faire d'en avant. Il faut être avant le ballon. Enfin, il y a dans les règles des choses tout à fait intéressantes. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, qui me semble en faire un sujet très intéressant, c'est que, à la différence du football, on assiste à une diffusion limitée, on pourrait dire territorialisée. Elle est limitée dans le Nord. Je parle évidemment du rugby de haut niveau. On peut jouer au rugby dans tous les pays, et on joue dans tous les pays de manière simple. Mais le rugby de haut niveau, en Europe, c'est 5 nations, 6 si on ajoute l'Italie, qui se battent depuis plus d'un siècle, sans avoir trouvé d'autres pays, d'autres nations pour les rejoindre, sauf l'Italie qui essaie avec difficulté. Et encore, c'est une petite partie de l'Italie. Quand on voit le petit secteur autour de Venise qui joue au rugby, c'est rien. De même qu'en France, la France, c'est le sud et le sud-ouest. Dans le top 14 des équipes de première division de rugby, il y a 5 équipes sur 14, peut-être 6 même, je crois, depuis que la Nouvelle-Aquitaine existe. Peut-être 6 équipes de la Nouvelle-Aquitaine sur les 14. On le sait, tout ça. L'explication, c'est autre chose. Alors, voilà pour le Nord, pour l'Europe. Très intéressant aussi de voir comment les Anglais ont accepté de donner le nom de nation, on le sait, heureusement d'ailleurs, aux Écossais, aux Gallois, alors les Irlandais bien sûr, mais vous savez que dans l'équipe d'Irlande qui joue entre les nations, vous avez des joueurs de l'Irlande indépendante, mais aussi des joueurs de l'Irlande, enfin la partie anglaise de l'Irlande, il y a une fusion qui se fait à ce moment-là. On a un jeu... Alors, pour l'hémisphère sud, c'est encore plus intéressant parce qu'on mesure bien le rôle de l'Empire britannique, qui est maître du monde et qui va donc développer, diffuser le rugby sous des formes particulières en Australie, mais ça marche assez bien. En Nouvelle-Zélande, c'est passionnant parce que vous avez un pays qui colonise la Nouvelle-Zélande avec des armes à feu, il n'y a pas de secret, hein. Il y a des batailles très dures. Les Anglais l'emportent. La Nouvelle-Zélande est une colonie anglaise. Mais le système scolaire qui se met en place fait en sorte que des autochtones vont dans les collèges, jouent au rugby, et le rugby va être la fusion entre la création même d'une nation néo-zélandaise. Et c'est en 1905, la première fois, lorsque l'équipe de Nouvelle-Zélande
qui est encore une colonie, bat l'équipe d'Angleterre. Là, c'est une catastrophe pour les Anglais. Enfin, il y a tout un déroulement. Là, il y a une sorte de fusion. Et puis, le troisième exemple dans l'hémisphère sud, c'est l'exemple de l'Afrique du Sud, où là, c'est le contraire, c'est l'apartheid. Le rugby est longtemps interdit aux Noirs. Le rugby est réservé aux Blancs, avec toutes sortes d'histoires qu'il faut développer, les Anglais, les Boers et d'autres, mais le rugby reste un rugby ségrégatif, ségrégationniste. Il faut que tout le courage de Mandela pour faire en sorte qu'il accepte et il se bat pour que le sport des Blancs, le rugby, devienne le sport national et que l'Afrique du Sud, en 1995, devienne championne du monde de rugby, dans une équipe qui est surtout blanche, mais où il y a quand même deux sportifs qui sont de couleur métissée. Vous avez utilisé un mot-clé tout à l'heure, vous avez parlé de géopolitique. Alors, d'abord, c'est le titre de votre dernier ouvrage paru, qui concerne la géopolitique de l'olympisme. Enfin, on va revenir sur cela, mais d'abord la géopolitique. On peut peut-être définir le terme de géopolitique et dire aussi quel est l'intérêt de mettre en place une géopolitique du sport. Alors, deux questions. Alors, je reviens juste un peu sur la géographie. La géographie, oui, c'est la description de la Terre. Gay, en grec, oui. Voilà. On peut dire ça. La géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir dans les territoires. Donc, ce n'est pas seulement la description, c'est l'étude des rivalités de pouvoir. Alors, la définition que je propose est celle de Lacoste, d'Yves Lacoste, qui le reconnaît un peu simple, parce que quand il dit l'étude des rivalités de pouvoir dans les territoires, en fait, c'est souvent l'étude des rivalités de pouvoir entre les nations, dans les nations. Alors, il faut bien voir que notre monde est actuellement partagé en 204 nations, à peu près autour de 200 nations reconnues par les Nations Unies, reconnues par les institutions sportives, le CEO notamment, ou encore la FIFA. Bon, ces nations, elles ne sont pas du même gabarit, elles n'ont pas la même histoire, elles n'ont pas la même population, elles n'ont pas les mêmes moyens de vie, elles n'ont pas la même économie. On a des luttes extrêmement fortes. Ce qui m'intéresse, et c'est ce qui m'a surtout déterminé dans le travail sur la géopolitique de la flamme olympique que vous évoquiez, c'est de montrer comment on a des différences tellement grandes entre les nations qu'on assiste à ce que j'appelle un illusionnisme de l'olympisme. On pourrait dire un illusionnisme du sport. Autrement dit, quand vous réunissez, lors de l'ouverture des Jeux olympiques, 104 nations qui défilent derrière leur drapeau, sont plus ou moins nombreux. Les nations qui sont les plus petites, il y a 2, 3 personnes. Et les plus grosses sont des groupes de 50, 60, 100 personnes. Bon, mais il y a quand même toutes ces nations qui défilent, toutes ensemble. Les unes, dans une sorte de pacification. Alors, on a l'impression, c'est ce que j'appelle l'illusionnisme olympique, c'est que ce qui n'est pas dit, c'est que ces nations, évidemment, n'ont pas les mêmes moyens, les mêmes pouvoirs. Elles ne se battent pas à armes égales. Mais pour que les Jeux fonctionnent, autrement dit là, pour que le sport fonctionne, parce qu'on pourrait dire c'est un peu la même chose pour le football et un peu moins pour le rugby, il faut que toutes les nations acceptent ce que j'appelle la légitimité de la domination. Autrement dit, toutes les nations savent quand elles défilent qu'elles ne sont pas sur un niveau d'égalité.
certains savent qu'elles n'ont aucune chance d'avoir de médaille. Mais elles acceptent cette domination, elles acceptent cette légitimité de la domination parce que ça leur permet d'exister. C'est très important, elles existent. Mais en existant, en montrant qu'elles existent, elles sont obligées de dire qu'elles reconnaissent la domination des autres qui existent à côté d'elles. Elles savent qu'elles jouent dans un jeu où elles vont perdre. C'est assez dur, c'est contradictoire avec les discours de célébration et l'idéal olympique, mais c'est ça la réalité. 200 nations, vous aurez 50 nations qui auront une médaille d'or, une centaine à peu près qui aura au moins une personne en finale, et 200 nations qui n'auront aucun finaliste, aucune médaille. On a quelque chose d'étonnant. Et refuser de participer, actuellement c'est impensable. Aucun pays n'a refusé de participer à ce jeu géopolitique d'acceptation du pouvoir des dominants sur ce territoire monde au niveau du sport. Une fois que j'ai dit ça, certains disent, mais oui, les Jeux olympiques, c'est l'abomination de la désolation. Il faut les supprimer. Les Jeux olympiques, d'abord, c'est l'illusion de la domination, c'est le dopage, c'est les médias qui sont toujours au service des plus forts. Il faut supprimer. Mon point de vue, et le point de vue partagé par mon collègue Pascal Gillon, qui a signé l'ouvrage avec moi, c'est que plutôt que les supprimer, faire table rase du passé, comme on dit, il faut les transformer. Il faut continuer à transformer l'olympisme. Il faut bien voir quand même le travail considérable qui a été fait depuis les débuts de l'olympisme. Au début de l'olympisme était raciste, anti-femme, genré, comme on pourrait dire. Coubertin a été attaqué X fois, comme si par nature, ça correspondait. Sur ces deux domaines, quelle évolution! Au niveau de l'athlétisme, il n'y a que des Noirs qui sont quasiment médaillés. Au niveau du genre, en 2024, à Paris, il y aura exactement le même nombre d'athlètes masculins que d'athlètes féminins. On voit bien quand même la capacité de modification. C'est pas suffisant, mais travailler donc à une transformation, à une modification du système olympique me paraît plus intéressant, plus fort que de dire tout simplement détruisons, faisons table du passé, on verra bien ce qui va se construire. Vous considérez d'ailleurs que l'apolitisme, le A privatif, est irréalisable. Bien sûr. Oui, ça c'était un des projets donc de Coubertin et de sa petite équipe au début de l'olympisme qui pensait qu'il allait pouvoir rester en dehors du politique et très vite, ça a éclaté très vite. J'évoquais donc le problème racial, mais chacun sait que les Jeux aux États-Unis, donc en 1904, sont interdits aux Noirs. Ils ne sont réservés qu'aux Blancs. À côté, il y a ce qu'on appelle des Jeux indigènes, où les Noirs peuvent jouer entre eux. Je rappelle aussi que la première année, il n'y a aucune femme aux Jeux Olympiques en 1896, aux Jeux d'Athènes. Donc, après, on peut parler de Berlin, récupération, bien sûr, avec un film étonnant sur les dieux du stade, qui sont plutôt des dieux blonds. Et puis, on va trouver des dérives. On va trouver, bien sûr, beaucoup de dérives. Et la devise olympique, que vous inspire-t-elle? Elle vous fait sourire ou bien vous la prenez très au sérieux? Ou bien elle vous choque? Situs, Altus, Fortus? Oui, ni l'un ni l'autre. Mais bon, c'est une invention par un religieux français,
d'ailleurs, qui avait organisé, avant Coubertin, dans un collège privé, je crois, du sud-est de la France, des Jeux Olympiques, et il avait trouvé cette formule intéressante. Rappelons, plus vite, plus haut, plus fort. Voilà, c'est ça. Ça me semble quand même, bon, toujours un peu aller vers l'excès, quoi. Il y a le risque de l'excès. Dans le sport, je crois qu'il y a un danger quand même, c'est la recherche de l'excès. Alors quand on voit effectivement, pour certaines disciplines, c'est étonnant. La natation, la course de 100 mètres, qui est passée de une minute, à peine une minute, c'était les Américains. Et puis maintenant, on descend à peine 50 secondes, un peu plus. C'est étonnant de voir les progrès qui sont faits. Mais bon, non, j'aurais ni la position du mépris, ni la position de l'enthousiasme. Je suis un peu neutre. Alors, quand on parle de géopolitique, on peut parler de la géopolitique de l'olympisme, mais on peut parler d'une géopolitique peut-être plus élargie. Et parler d'une géopolitique de la mondialisation, par exemple, c'est non seulement montrer le phénomène à partir de l'Europe, de cette extension à l'échelle du monde, avec des étapes successives, entre le 19e siècle, vous en avez parlé, puis on pourrait dire dans la deuxième moitié du 20e siècle, où les sports s'épandent un peu à la surface de la Terre. Mais il y a un phénomène qui est très important, qui est l'intervention de l'économie. La mondialisation au XIXe siècle, elle est politico-idéologique. Elle continuera peut-être à être sous diverses formes, mais il y a une dimension économique qui intervient. Comment vous analysez ce phénomène ? Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui correspond, à mon avis, au deuxième temps du sport. Je schématiserai comme ça. Il y a eu 3 temps de diffusion, de construction, d'organisation du sport. Le premier temps, il va se terminer vers les années 50-60. C'est un temps où se diffusent les pratiques classiques que l'on connaît, l'athlétisme bien sûr, le football, le rugby et d'autres sports encore, surtout en Occident, et s'organisent des régions sportives, avec des championnats. On est dans un temps où les médias existent, mais sont encore pas mondialisés, bien sûr. Les médias, ce sont les journaux ou la radio. La rupture va se faire à partir des années 60. Là, on a une rupture. L'économie rentre dans le système. La télévision va jouer un rôle considérable. Parce qu'avec la télévision, on a donc des clientèles qui sont attachées et un support de publicité pour ceux qui ont le droit de capter et d'acheter les images des compétitions. Là, il y a un changement considérable. Là, on peut dire que le sport change de nature, le professionnalisme augmente, tout change. On a perdu ce que j'appelle la première étape, c'est l'étape un peu de la maturité. Une maturité un peu classique des sports occidentaux. Et là, on a une mondialisation des sports collectifs, des sports au sens strict. Et la troisième étape, qui est d'ailleurs très complémentaire avec la seconde, c'est qu'à côté de cette mondialisation des sports collectifs, on a une mondialisation des pratiques ludosportives dans le monde, avec les courses autour du monde, les traversées du désert, les montagnes, la recherche de nouvelles vagues. Le monde devient une scène à la fois l'océan pour les courses transatlantiques, et pas seulement dans transatlantique, les courses autour du monde. Beaucoup partent d'ailleurs de ports français. On a une scène marine très importante. Au niveau du surf, on a une scène surfée, une scène des vagues que j'évoquais tout à l'heure. Au niveau des montagnes, on a la création avec les stations de ski
de scènes. La montagne a changé, comme la plage de Lacanau. La montagne que regardait ce brave Élysée reclus, c'était une montagne qui était enneigée l'hiver, avec quelques pâturages l'été, mais c'est tout. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est incroyable quand on voit comment une station de ski a complètement transformé l'appropriation des paysages de montagne. Alors, dans ce que vous dites, il y a deux choses. La première, j'aimerais l'illustrer par une phrase de vous qui est une sorte de formule saisissante. Vous dites « Si la société est saisie par le sport, c'est parce que le sport est saisi par l'économie ». Alors ça, Puis la seconde chose, ce sera d'envisager le sport à l'ère de la mondialisation, où la mondialisation fonctionne comme une sorte d'amplificateur de la cérémonie sportive, de la cérémonie planétaire. Donc à la fois la dimension économique, essentielle dans une analyse du sport, et d'autre part, à parler des médias et de l'importance des médias, pas simplement comme couverture de l'événement sportif, mais comme mise en scène. Mise en scène du corps, mise en scène des émotions, mise en scène des affects. Alors commençons d'abord par cette phrase, quand vous dites que la société est saisie par le sport, c'est parce que le sport est saisi par l'économie. Le sport est saisi par l'économie, par ce système qui est mis en place, par la professionnalisation et puis par le marché du sport qui est un véritable marché qui se met en place à ce moment-là. Et la deuxième question que vous posiez, c'était celle des médias. Oui. Alors, comme amplificateur, oui, mais pas ça. seulement. Oui. C'est pas seulement oui, bien une sûr. amplification. Mais quand même, on peut dire qu'il y a une amplification de la mondialisation par les médias culturels et sportifs. Je l'évoquais tout à l'heure, le fait que l'on connaisse le football partout dans le monde, que ce soit dans un village inuit ou un village du sud de l'Afrique, il n'y a pas de doute, les règles sont connues. C'est quelque chose d'étonnant. À mon avis, aucune religion n'a réussi ce phénomène-là, aucune culture artistique non plus, qu'elle soit la peinture, la musique, peut-être un peu la musique, mais c'est quand même autre chose. La musique a pu jouer un peu ce rôle, et encore, la musique classique n'a pas vraiment dépassé les frontières que l'on connaît, le jazz et le rock, enfin bref, il y a une réflexion, on peut avoir une réflexion de ces diffusions des pratiques artistiques. Je crois que le sport a trouvé effectivement un moyen de renforcer cette mondialisation, de l'accélérer. C'est un accélérateur de mondialisation. Est-ce que cet accélérateur ne va pas jusqu'au temps réel, c'est-à-dire à une sorte de rétrécissement spatio-temporel ? La Terre qui se trouve rétrécie, la carte mentale, la représentation mentale de l'espace se trouve rétrécie, et est-ce que le temps ne se trouve pas lui-même réduit à l'instantanéité ? Est-ce qu'il n'y a pas un appauvrissement ? C'est ce que dit Paul Virilio, par exemple. Oui, j'ai bien senti vos références dans vos propos. Je pense qu'il a raison, effectivement. Il a raison, mais ceci dit, ce rétrécissement, il est réel, mais il doit être complété par ce que j'appelle le complément de la mondialisation. Quand il y a un phénomène de mondialisation, il y a nécessairement un phénomène d'anti-mondialisation, un phénomène de reterritorialisation non mondialisée. Je veux dire que, par exemple, les Coupes du Monde de football, mais la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'occasion pour rappeler au monde qu'il existe des territoires qu'on nomme des nations, qu'elles ont de l'importance, qu'elles sont capables de s'organiser, d'abord qu'elles existent,
qu'elle rassemble des populations susceptibles de rentrer en effervescence si l'équipe auxquelles elles sont liées est vainqueur. Vous voyez, ces deux phénomènes, à la fois mondialisation et renforcement des identités aussi. À la fois renforcement de la mondialisation à cause des circuits, des flux, ce que vous disiez en faisant référence à Virilio, mais aussi renforcement du caractère territorial, national, qui est justement le contraire de la mondialisation réelle. Alors ça rejoint un peu l'opposition entre ce que pourrait dire Michel Serres, qui est assez confiant et qui voit que la globalisation va redonner au local toute sa place. Il joue beaucoup sur ce jeu-là. Ou Virilio qui dira qu'on arrive, avec cette mondialisation du temps réel, on arrive à des oxymores, l'individualisme de masse, c'est-à-dire non pas à l'élargissement des communautés, c'est pas une humanité qui trouverait une sorte d'ampleur et de croissance, au sens presque d'une croissance, une progression, mais au contraire une sorte d'enfermement des individus pris dans ce communisme des affects. Vision un peu tragique est celle de Virilio. Oui, alors ça me fait penser, je crois que ce que vous dites et ce qu'il dit aussi doit être lié, ça me fait penser à ce que tout le monde appelle la montée de l'individu, la montée des individus dans la société, l'individualisme. Mais le mot que je préfère et le mot que les chercheurs aussi préfèrent, c'est le mot d'individuation. Il n'y a pas de doute qu'on est de plus en plus dans une société d'individus. Ça veut dire de personnes qui n'ont plus besoin ou qui ne pensent plus avoir besoin de systèmes globaux, de systèmes holistes, comme on dit, qui les accompagnent, pour ne pas dire qui les enferment parfois, dans des ensembles de pensées, de devoirs, d'activités. Et donc maintenant, ils sont libérés d'une certaine manière de ces systèmes d'emprise. Donc ces individus sont seuls avec eux-mêmes. D'où les problèmes que ça pose, parce qu'il faut bien trouver une direction. La direction, elle était donnée par les systèmes holistes. Elle ne l'est plus. Donc il faut en trouver, mais il y en a plein de possibles. Donc on cherche, on trouve, et on a la diversité donc de ces capacités à trouver. Certains trouvent dans le surf un sens à la vie, une philosophie, voire une religion, voire une transcendance. Pourquoi pas, puisque les vagues qu'ils ont à mesurer, c'est les vagues qu'ils viennent de la mer, bien sûr, mais aussi de la Lune, mais aussi du cosmos. Il y a cet ensemble qui peut se jouer et que l'on peut trouver. Donc je crois que là, il y a quelque chose d'intéressant. Moi, je refuse l'idée, notamment, de croire que l'individualisme est quelque chose qui entraîne nécessairement un repli sur soi. Je pense, et c'est pour ça que le mot individuation est meilleur à l'autre, parce que le mot individuation montre qu'on peut être de plusieurs lieux et milieux à la fois, et qu'on n'est pas seul avec soi-même, qu'on n'est pas seul centré sur soi-même. Il y a quelque chose, il y a du don et du contre-don, il y a un rapport aux autres, mais aussi à la nature et à soi-même, qui est plus complexe que dans les sociétés dont on parlait, qui sont ces fameuses sociétés holistes que les sociologues nous démontrent régulièrement. Vous nous avez dit qu'il y avait, quand on fait du surf, il y a la vague, mais il y a aussi la pluie, la lune. Là, c'est un autre grand récit. C'est pas le récit anthropologique, c'est un récit cosmique. Oui. J'ai envie de vous poser, pour terminer, une question. Vous avez parlé du surf, du rugby, mais êtes-vous sportif ? Alors, voilà une question qui est extrêmement intéressante. Je vais commencer par une anecdote, avant de répondre à votre question. C'était il y a quelques années, je fais
un cours, c'était un cours de master sur la géographie du sport. Un cours de 4 heures, 2 heures de cours, interruption. L'interruption, une jeune fille, plutôt jolie, vient me voir. « Monsieur Augustin, mais c'est passionnant, mais vous avez été un grand sportif !» Je lui dis calmement, « Écoutez, mademoiselle, si j'avais fait un cours sur la religion, est-ce que vous m'auriez demandé si j'étais cardinal ? Si j'avais fait un cours sur l'économie, est-ce que vous m'auriez demandé si j'étais banquier ? » Et la pauvre déconfite, j'avais été un peu dur, je dois reconnaître, à tort, parce qu'elle était charmante, mais bon, cet exemple pour montrer qu'il y a toujours cette idée que quand on parle d'un objet, et notamment du sport, il faut en partie l'avoir pratiqué. Je crois que c'est souvent le cas. J'ai dirigé donc des dizaines, pour pas dire plus, de masters, des dizaines de thèses sur le sport, et les meilleures, les plus intéressantes, c'était des thèses qui étaient faites par des gens qui connaissaient de l'intérieur la pratique, mais qui avaient pris la distance de garde, si je veux prendre une métaphore avec le judo, avec l'objet d'étude. C'est ça qui est important. Donc je réponds maintenant bien volontiers à votre question. Alors, j'ai fait du sport comme tout le monde à l'école, au collège et surtout au lycée. Au collège, c'est plutôt de l'éducation physique, un peu de sport, on touche un peu à tous les sports. J'ai touché au rugby un peu plus au lycée. J'étais dans un lycée bordelais, donc, où le rugby était important. Mais en réalité, c'est la natation qui m'a amené à la découverte du sport. J'ai eu la chance d'avoir un entraîneur extraordinaire. Beaucoup de personnes disent cela. Dans mon cas, je persiste à le dire. Il s'appelle Jean Boiteux, c'est un champion olympique de natation du 400 mètres aux Jeux olympiques d'Helsinki en 1952 et qui arrive donc à Bordeaux où on lui offre un poste d'attaché à la direction départementale de la jeunesse et des sports et il va s'occuper d'un club de natation dont je fais partie. Et donc j'ai pendant quelques années cette découverte, et il ne s'agit pas de s'amuser. Hein. La piscine, c'était pour travailler. Hein. Les bassins, les chronos, les 400 mètres, etc. Après, j'ai découvert donc la voile, le canoë-kayak. J'ai découvert en fait les sports d'eau. Et surtout, la grande découverte, ça va être le surf et la planche à voile, le windsurf. Mais le surf beaucoup, donc pendant 50 ans à la cano, 2 mois par an, je joue avec les vagues.